OK, alors salut tout le monde. Bon matin tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Bon matin, bonjour. Vous allez bien? C'est en arrière. Tout le monde va bien? Mesdames, vous allez bien? Yes, good. OK, alors ça avance très bien, vite et bien, là, quasiment presque trop vite, là. Bon, pas trop vite, là, mais il me semble qu'on est déjà rendu au mois de décembre. Donc, la période des fêtes pour vous et pour moi. Mais puis pour notre cours, ben, il nous reste, ça vient vite, hein, c'est le 12 décembre notre examen. Donc, ça veut dire qu'il nous reste 3 semaines, 2 semaines même en comptant cette semaine. Donc, cette semaine, on termine la matière. C'est le dernier sujet, le sujet 8. Je vous avais dit que les étudiants mutuellement l'aimaient bien parce que ça va parler de différents régimes, de régimes encouragés par la fiscalité là, que vous avez déjà entendu parler dans les médias ou autour de vous. On va démystifier ça. C'est un cours, c'est la même formule que d'habitude. Il y a un cas à résoudre, mais c'est sûr qu'il va être un petit peu plus théorique. Je vais plus parler que d'habitude parce que les problèmes, le problème à résoudre en classe, il n'est pas archi long, là. Fait que c'est juste un prétexte pour parler de ces régimes-là, puis vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on aura ça aujourd'hui. C'est notre dernière semaine. Je peux vous le montrer dans le plan de travail, là. Ici. Donc, semaine 13, sujet 8, on termine ce qu'on a à faire. Donc, on le voit ici, là, ça nous amène à nos deux dernières semaines qui sont un peu qui vont se dérouler de la même façon qu'avant l'examen intra. Donc, la semaine prochaine, on va avoir un travail pratique qui va être un bon exercice de révision, qui va vous faire réviser les sujets que vous avez vus après l'intra. Donc, 5, 6, 7, 8, là, en gros, un calcul de l'impôt pour David Simard là, à faire avec toutes sortes d'autres revenus qu'il a gagnés. Pas besoin de préparer ça à l'avance. On va faire ça en classe la semaine prochaine ensemble. Et donc, ben, je peux peut-être juste vous le dire tout de suite. Donc, c'est la suite du travail pratique, le premier travail pratique. David Simard, lors de la semaine 6, on avait calculé son revenu d'emploi. Il vous demandait de calculer son revenu d'emploi uniquement parce qu'il avait reçu une offre d'emploi avec certains avantages, certaines dépenses, puis c'était ça qu'il fallait faire. C'était en lien avec le sujet 4 qui était matière à l'examen intra. Donc là, on va continuer son rapport d'impôt. Là. Dans le fond, je vais vous guider en temps et lieu la semaine prochaine. Mais donc, je vous invite à vous présenter en classe. Rappelez-vous, c'est un petit peu un jeu de rôle où je vous soumets des documents réalistes, comme on le fait à chaque semaine. Puis, je joue un petit peu le rôle du personnage pour que vous me posiez des questions pour aller chercher l'information qui vous manque pour compléter la déclaration de revenus. Comme ça se fait dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il manque de l'information, il faut poser ces questions-là au client. Rappelez-vous qu'à la fin de la séance, votre travail est pratiquement terminé, que là, je peux ensuite vous afficher dans le portail de cours la liste des informations manquantes pour que vous ayez tout ce qu'il vous faut en main pour me remettre ça le dimanche soir, là, 3 ou 4 jours après le jeudi prochain. Donc, ça va se dérouler exactement de la même façon. C'est une bonne révision à l'examen final. Puis l'examen final, ben, c'est dans 2 semaines. L'examen n'est pas récapitulatif, je vous rappelle. Donc, seulement on révise les sujets 5 à 8. Puis ça va se dérouler de la même façon qu'à l'examen intra. Là. Donc, c'est un examen qui est sur un questionnaire web. Vous pouvez consulter l'ensemble de votre matériel pédagogique. Il est à livre ouvert. D'accord? La seule chose de supplémentaire, c'est ce que je vous ai parlé la semaine passée. Je n'ai pas de nouvelles informations à vous donner concernant le projet, le service que je vous ai demandé de tester, de jouer le rôle de testeur avec le logiciel Nexam. J'ai une rencontre avec les gens de Nexam demain, vendredi. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas de nouvelles informations à vous transmettre de différent de ce que je vous ai dit la semaine passée. Puis s'il y en a, suite à ma rencontre de demain, je pourrais vous en reparler euh, jeudi prochain. Mais encore une fois, ne stressez pas avec ça, là. Pour vous, ça va se dérouler de la même façon que d'habitude. Puis s'il fallait qu'il y ait quoi que ce soit qui marche pas ou qui vous ralentisse ou qui vous embête pendant l'examen, on fermera un examen puis on oubliera ça. C'est lesquels, si des personnes devaient vivre des choses de ce genre-là, ne stressez pas. C'est pas un test on l'arrêtera le test, c'est tout. Là. L'objectif, c'est que vous fassiez bien sûr votre examen sans problème. Puis c'est comme ça que ça va se passer. C'est good? OK. Alors, lançons-nous. Notre dernier travail, notre dernier bon, c'est
OK, donc les régimes de revenus différés, je vous les lis, je les lis rapidement à la table des matières. Tous les régimes qu'on va parler aujourd'hui. RPA, qui est un régime de pension aguerri, mais c'est vraiment une formule, faut le voir comme un fonds de pension d'employeur. Donc, c'est toujours ça, c'est mis en place chez les employeurs. C'est les employeurs qui mettent en place des RPA. Il y a une version un petit peu différente qu'on appelle RPDB. Il existe aussi une autre version de ça qu'on appelle RVER, Régime volontaire d'épargne retraite. Donc, ça, en gros, là, regardez les titres. Ici, c'est ce qu'on appelle des régimes d'employeurs. Des régimes d'employeurs parce que c'est mis en place chez l'employeur. Puis si les employés, quand vous êtes employé dans dans ces milieux-là d'emploi, vous avez la chance de pouvoir mettre de l'argent dans une caisse de retraite, parce que l'employeur a mis ça en place. Mais bien sûr, la plupart des régimes sont personnels. Ça veut dire que ce n'est pas l'employeur qui les met en place, c'est vous qui les mettez en place. Puis vous devez vous en occuper parce qu'il n'y a personne qui va s'en occuper à votre place. Donc, on va parler du REER, le régime marché d'épargne retraite, qui, à son échéance, devient un FER. Vous allez voir, c'est la suite normale. Donc, ces deux-là sont vraiment liés. D'ailleurs, ils sont ensemble, là, comme dans la table des matières. Et les autres régimes qui sont aucunement liés, qui ont chacun leur avantage, leur beauté, on en parlera. Le régime marché d'épargne études, c'est le meilleur. J'en parle tout à l'heure. C'est vraiment l'incontournable. Le seul X, c'est que ça prend des enfants. La journée où vous aurez des enfants, pensez à moi, puis ouvrez un régime marché d'épargne études. Il existe son équivalent pour des gens qui sont handicapés. Ça s'appelle, donc, si toi-même tu souffres d'un handicap physique ou mental, il y a l'équivalent d'un REE qui est possible avec des subventions aussi du gouvernement. Ça s'appelle un REI. Finalement, les deux derniers, le CELI, qui est un peu plus connu, et son cousin, le CELIAP, qui est un petit peu nouveau. Donc, CELI, compte d'épargne libre d'impôt, puis sa version aussi, qui est en lien avec l'accès à une première propriété. Donc, voilà ce qui nous attend. Vous avez évidemment toutes les informations qu'il vous faut dans le volume par rapport à ça. Donc, je vous disais, à chaque début de sujet, je vous montre toujours un petit peu une déclaration de revenus pour vous montrer quelle ligne on est en train d'étudier. On s'est concentré vers la fin du tableau dans les dernières semaines. Là. Le sujet 6, on était dans le calcul du revenu imposable. Le sujet 7, on a passé 2 cours dans le calcul de l'impôt. Donc là, on a un petit, on peut comme dire qu'on a terminé de voir nos sujets ligne par ligne. Vous voyez que nos différents régimes dont on va parler aujourd'hui se place ni plus ni moins dans votre calcul du revenu. Là. Donc, quand vous cotisez un REER, par exemple, il y a une déduction, ben, vous voyez que ça va se placer là-dedans, ici. Quand vous faites des retraites, ces régimes-là, parce que vous êtes rendu à la retraite, c'est des retraits imposables. Donc, ça veut dire que ça va apparaître à quelque part dans le calcul du revenu. Donc, on est encore indirectement ici, dans la déclaration de revenus, là, mais c'est plus le fonctionnement des régimes que je veux voir avec vous. Donc, de façon imagée, regardez. Donc, premièrement, que je pourrais peut-être juste vous dire à titre d'introduction, c'est quoi tous ces régimes-là? J'en ai lu une dizaine d'acronymes, là. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, ces régimes-là? C'est des régimes qui ont été mis en place par le gouvernement. OK? Puis tous ces régimes-là, ils ont une chose en commun, c'est qu'il y a un avantage fiscal attaché à ce régime-là. Puis pourquoi on fait ça? Pour la simple et bonne raison que le gouvernement veut t'aider à faire de l'épargne. C'est juste ça la raison. OK? Il n'y a pas de piège. C'est pas. On entend des fois des vertes et des pas mûres, là. Il n'y a aucun piège derrière ça. Il n'y a aucune arrière-pensée. Puis le gouvernement ne veut pas t'avoir au détour. Le seul but, c'est que de faire de l'épargne, c'est difficile dans la vie. Puis en mettant des régimes où il y a de l'aide, où il y a des avantages fiscaux liés au fait que tu fasses de l'épargne, bien, ça t'encourage à faire de l'épargne. Puis ça te rend plus facile aussi ton geste d'épargne parce que tu vas en accumuler plus. Tu accumules bien plus d'argent en faisant des cotisations REER dont le rendement n'est pas imposable année après année que si tu fais cette même épargne-là à l'extérieur des régimes encouragés par la fiscalité. Si tu ne crois pas à ces régimes-là, tu as fait où ton épargne? Dans un compte hors REER à la Caisse Pop à la Banque nationale. Donc, ça veut dire que tu payes de l'impôt à chaque année sur tes rendements. C'est un mauvais choix. Personne ne devrait faire ça. Mais si c'est juste que tu as de la méconnaissance, si tu ne connais pas ces régimes-là ou si tu as peur de ces régimes-là, peut-être que ça va t'amener à faire cette erreur-là. Mais il ne faut pas. Donc, aidez-moi à passer la bonne nouvelle puis à dire aux gens que qu'il n'y a pas de piège derrière ça. Même si on ne comprend pas toutes les nuances, c'est clair que des avantages à cotiser à ces régimes.
Donc, les régimes, regardez les régimes d'employeurs, ici à gauche, là. Donc, ici à gauche, ça, c'est les régimes d'employeurs, juste RPA, RPDB, on va les voir tout à l'heure, mais la particularité, c'est qu'il y a deux flèches. Donc, un régime, c'est comme un compte de banque, un compte dans lequel on va mettre de l'épargne. La particularité puis la beauté, je dirais, avec un compte d'employeur, c'est qu'il y a deux personnes qui mettent de l'argent. Ton employeur en met, il est obligé, puis toi aussi, tu en mets. Donc, c'est sûr que ton épargne pour ta retraite, dans ce cas-ci, va augmenter pas mal plus vite parce que ton employeur met de l'argent avec toi. Donc, l'argent s'accumule dans ce régime-là, il y a de l'épargne, il va y avoir du rendement aussi qui va se faire sur ces placements-là. Tout ça va profiter à qui à la fin? À toi. Donc, c'est toi, l'employé, qui va retirer de l'argent de ces fonds de pension-là. D'accord? Euh, Ça, c'est la même chose, mais c'est la version sans employeur. OK? Puis, c'est très important de les comprendre parce que pensez-vous qu'il y en a beaucoup d'employeurs, en 2024, pensez-vous qu'il y a beaucoup d'employeurs qui vont vous accueillir en vous disant, hey, mon jeune, moi, chez nous, je t'offre un RPA, un gros fonds de pension en place. T'inquiète, le jeune, je vais cotiser dans ton fonds de pension 9 de ton salaire à chaque année. On ne le voit plus. Il y en a près de moins en moins de ça. Ça coûte très cher aux entreprises. Donc, il y en a encore dans certains emplois là, de la fonction publique, si vous travaillez pour le gouvernement ou des très grosses entreprises publiques, là, comme Kruger peut-être. Mais comme vous êtes des jeunes professionnels à devenir, vous risquez de travailler dans des institutions financières, dans des bureaux comptables ou même dans des petites PME, ils risquent de ne pas en avoir. Donc, d'où l'importance de comprendre l'autre. Le REER, c'est la même affaire, mais vous remarquez avec l'image, il manque une flèche. Pas deux personnes qui mettent de l'argent dans ton REER pour ta retraite. Il n'y en a pas deux, il y en a juste un. Toi. Et si tu ne t'en occupes pas, il n'y en aura jamais de REER, il n'y aura jamais d'épargne dans ce compte-là. Parce que tu es le seul responsable de l'ouvrir puis de cotiser dedans. Donc, ton REER, à la fin, tu vas pouvoir retirer ton argent toi-même, mais il faut que tu t'assures d'en mettre dedans avant. Le REER, à l'âge de 71 ans, de mémoire, je pense que c'est 71 ans, je dirais le vérité, il se transforme puis il devient un fer. On en parlera là. Puis c'est juste que le fer, c'est une version du REER. Après 71 ans, tu ne peux plus mettre de l'argent dedans puis tu es obligé de faire des retraits. Mais un est attaché à l'autre. Puis nos autres régimes, régime retraite d'épargne études, c'est pour l'idée de ce régime-là, c'est de mettre de l'argent de côté pour financer les futures études postsecondaires de vos enfants. Donc, vous allez mettre de l'argent dans ce régime-là, mais la beauté, c'est que le gouvernement va en mettre aussi. Il y a des subventions. Le gouvernement met de l'argent, un certain pourcentage de vos cotisations. Donc, c'est sûr que c'est intéressant parce que ça augmente c'est de la nouvelle argent qui tombe du ciel provenant du gouvernement. Et c'est vous qui allez faire ces retraits-là ou vos enfants qui sont aux études pour payer leurs études postsecondaires. On en parlera. La version aussi pour des gens qui souffrent d'un handicap mental ou physique, il y a une version aussi pour eux, donc pour lesquels il y a aussi des subventions. Les retraits ici, ce n'est pas pour financer, c'est pas pour aller à l'école puis payer des frais de scolarité comme le régime mensuel d'épargne d'études, c'est vraiment juste pour payer les besoins de la personne handicapée. Et on a les derniers ici, le CELI, donc compte d'épargne libre d'impôt. Ça fait longtemps qu'il existe, lui. C'est très, très simple. C'est vraiment, il est très, très simple. Tu mets de l'argent dedans pour n'importe qui, pour peu importe tes besoins, parce que tu peux la retirer n'importe quand cet argent-là, c'est jamais imposable. Puis plus récemment, il y a son cousin, ça fait 2-3 ans, qui a été mis au monde, le CELI App, là, donc CELI pour l'accès à une première propriété. C'est un peu le même principe, là. La différence, c'est que les retraits sont liés avec l'achat d'une première maison. Donc, pour pouvoir retirer de l'argent de ça, il faut que ce soit vraiment pour faire l'achat d'une première maison. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va vous intéresser parce que vous en êtes là, vous, dans la vie, prochainement, faire l'achat d'une première maison. Moi, vous comprenez que quand ils ont donné naissance à ça il y a quelques années, pour moi, ça ne me sert pas. Je ne serai pas un premier propriétaire depuis longtemps que je ne peux pas être un premier propriétaire comme vous. Mais j'en parle à mes enfants. OK, alors on va aller voir le problème d'aujourd'hui. Donc, je n'en dis pas plus. Vous comprenez que le problème d'aujourd'hui va porter sur ces régimes-là. On va le faire dans l'ordre comme on le fait chaque semaine. Puis, évidemment, allez voir comme je le fais à chaque semaine, là, je ne passerai pas chacune des pages avec vous, puis chacun des thèmes aujourd'hui. On va le voir après le problème, c'est ça le but. Mais soyez un peu curieux, allez voir. Si je vous montre la table des matières, là, à chaque fois qu'il est question
dans le problème d'aujourd'hui, d'un de ces régimes-là, ben, vous savez quoi faire. Allez lire un petit peu votre théorie. Vous devriez être capable de répondre à ce problème. Donc, je vous le montre à l'instant. Donc, c'est une personne, un gars qui s'appelle Nicolas qui vous pose seulement 4 questions indépendantes l'une de l'autre. Donc, on va les prendre une par une. Donc, Nicolas, on apprend, du début, là, on apprend qu'il est dans une famille, il fait partie d'une famille de 5, donc il est marié ou il est conjointé avec une femme. Il a 3 enfants, ils ont 3 enfants ensemble. Vous voyez les âges, là. Un qui est étudiant à l'université, un qui est étudiant aussi à l'université, puis la troisième enfant, étudiante à l'école secondaire. Un petit peu d'informations supplémentaires ici. Et là, en gros, là, c'est là que les différents régimes vont nous intéresser. D'accord? Donc, d'une part, Nicolas participe à un fonds de pension d'employeur. Donc, chez son employeur, il met de l'argent dans un RPA, un régime de pension agréé. Vous voyez un petit peu tous les détails ici, ce qu'il va gagner à la retraite, les cotisations qu'il fait. Aussi, il a de l'argent dans un REER, donc la version personnelle du RPA, c'est un régime d'employeur, rappelez-vous. Il n'y a rien qui t'empêche d'avoir à la fois une participation chez un RPA d'employeur et décider de mettre de l'argent dans l'autre régime, le régime personnel, en autant que tu respectes les limites qui sont globales. On va en parler aujourd'hui, c'est correct. Donc, c'est ce qu'il fait. Il se construit aussi de l'épargne dans le régime personnel qui est le REER. Vous avez toute l'information. Et là, vous avez sa première question qui est, il voudrait savoir cette année, c'est quoi le maximum qu'il peut cotiser à ses REER. Donc, dans le volume, vous allez voir, il y a une formule là, qui doit être résolue, pardon, pour trouver le montant maximum qu'on peut cotiser au REER à chaque année. On va commencer par cette question-là, mais rapidement, je vais vous montrer les autres là, si vous voulez prendre de l'avance. Ensuite, le CELI, même chose. Il y a déjà un CELI ouvert. On voit tout son historique de cotisation au CELI. Il a aussi fait quelques retraits. Même question. À la fin de l'année 2000X, il voudrait faire une cotisation maximum à son CELI. Il voudrait le remplir, autrement dit, en d'autres mots. Donc, il veut savoir quel espace il lui reste. Ensuite, concernant ses 3 enfants, il a eu la bonne idée à l'époque d'ouvrir un régime enregistré d'épargne-études. Il a mis de l'épargne là-dedans. Il a reçu des subventions gouvernementales. Il y a du revenu de placement qui ont été générés là-dedans aussi. Vous voyez tous les détails ici. Puis là, vous allez voir que ce régime-là, c'est un régime qui est conçu pour payer ou financer l'inscription des études des étudiants, des enfants aux études postsecondaires. Puis c'est le cas. Regardez ces enfants. Il y en a 2 aux études postsecondaires en ce moment. 2 étudiants à l'université. Donc, c'est le moment pour lui de faire des paiements d'aide aux études. Donc, il vous pose des questions par rapport à ça. Ici, on a d'autres placements non enregistrés. Ça veut dire que c'est des placements qui sont à l'extérieur des différents régimes. Ils sont dans aucun régime encouragé par la fiscalité. Donc, c'est ce genre de placement-là, comme on ferait dans une banque ou dans une caisse pop. C'est pleinement assujetti à l'impôt. Le rendement chaque année est imposable parce que ce n'est pas protégé dans un régime. Puis finalement, on finira par la dernière question, si on a le temps, qui est de faire la déclaration de revenus de Nicolas pour l'année 2000X. Puis là, ça va vous amener à vous questionner qu'est-ce qui est imposable, qu'est-ce qui ne l'est pas dans les retraits qu'il a fait, qu'est-ce qui est déductible, qu'est-ce qui ne l'est pas dans les cotisations qu'il a fait. Mais on terminera par ça. Alors voilà, je vous souhaite bon travail. On commence par la première demande. D'accord? Donc, il veut savoir, première demande, à la fin de son année 2000X, combien il va pouvoir cotiser à ses REER. Alors, bon travail, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais vous aider. OK, on va regarder la solution ensemble pour la première question. Donc, pour Nicolas, un petit peu d'attention, s'il vous plaît. Pour Nicolas, la formule donne un montant de 31 250. Là. La question, c'est combien il peut cotiser à son REER à la fin de l'année. Ben, vraiment, le chiffre, il donne 31 250. C'est juste que de ne pas oublier que si cette information-là n'était pas là dans l'énoncé, si on ne disait pas qu'il a déjà fait une cotisation de 10 000 en juin, la réponse finale, c'est 31 250. Le résultat de tout ce petit carré-là. Là, on vous dit dans le volume c'est pour cette année, il a un droit de cotiser de 31 000, mais il en a déjà cotisé 10 000 en juin. Donc, c'est pour ça que
la réponse finale vraiment exacte, c'est 21 250. Si vous avez manqué ça, c'est pas grave, là. L'important, c'est la formule. OK? Je vais aller vous la montrer de façon technique, le calcul, mais, mais il faut, oui, le calcul technique est important, mais il faut aussi comprendre à quoi elle sert cette formule-là. OK? Donc, puis c'est un beau prétexte pour vous parler des régimes d'employeurs, des régimes personnels, puis le lien entre ces différents régimes-là. Regardez ici, le fait qu'ils soient sur la même page, ces régimes-là, donc Nicolas a participé à un régime d'employeur, à un RPA, puis il a aussi participé à un REER, les deux. Puis c'est pas un hasard qu'ils soient sur la même page, c'est parce qu'ils sont liés, ces régimes-là. Ça s'appelle des régimes de revenus différés, puis ils sont liés parce qu'ils sont assujettis à la même limite. La fameuse limite que vous avez calculée tout à l'heure, là, qui est de 18 du revenu gagné, c'est important de 18 du revenu à chaque année, là, c'est important de comprendre que c'est la même limite pour ta participation aux deux régimes. OK? Donc, c'est juste une question d'équité. C'est précieux, ça, des droits de cotiser dans ces régimes-là. À chaque année, on a comme un droit de cotiser qui s'ajoute de 18 de notre revenu de l'année précédente. Là, on le verra, mais tout ça pour dire que c'est précieux. Puis, on donne la même limite à tout le monde. Ce serait drôlement injuste si une personne qui participe à deux régimes aurait deux fois la limite. Il pourrait mettre 18 de son revenu dans un régime d'employeur, puis mettre 18 en plus, en fin d'année, mettre la même chose une deuxième fois dans son REER. Tu ne peux pas. C'est la même limite que tu dois partager. Regardez de façon imagée ici. C'est exactement ce qui est arrivé à Nicolas. Là. Regardez ici. Donc, admettons que tu fais 100 000 de salaire cette année, donc je fais ça très, très vite, là. Ton droit de cotiser dans les régimes de revenus différés, c'est 18 de ton salaire, 18 000. Bien, ce 18 000-là, ce n'est pas 18 000 dans le RPA et 18 000 dans le REER, c'est au total. Donc, s'il fallait qu'on constate que tu as déjà cotisé 15 000 dans ton fonds de pension d'employeur, ben, tu comprends qu'il t'en reste juste 3 000 de droits de cotiser dans le régime personnel. Et c'est exactement à ça que sert le facteur d'équivalence. Le facteur d'équivalence dans la formule sert justement à venir enlever la partie dans la limite globale, là, quelle partie tu as déjà utilisée du fait que tu participes à un fonds de pension d'employeur. Bien, si on prend ça avec les chiffres de Nicolas, dans le fond, là, ici, Nicolas, des droits de cotiser au REER, s'il ne participait pas à un fonds de pension, il serait de 23 plus 30. 53. Mais on vient lui dire, non, non, je t'enlève 22 000. Si vous préférez, vous pouvez prendre juste le 30 000 de cette année. Là. Ton 30 000 de droit de cotiser, ton nouveau droit de cotiser de cette année, là, qui est venu se rajouter de 30 000, désolé, mais tu en as déjà pris 22 350 en participant à ton fonds de pension chez ton employeur. Donc ça, on vient le mettre en moins, puis bien ça diminue d'autant ton droit de cotiser au REER. Donc, c'est important de comprendre le rôle du facteur d'équivalence. C'est justement de venir faire le lien, puis venir s'assurer que les participations au fonds de pension d'employeurs viennent se placer en moins dans nos droits de cotiser REER pour atteindre l'objectif d'équité que je viens de vous présenter. Euh, OK, faisons le tour des régimes d'employeurs. Tant qu'à être rendu là, ben, je vais commencer par celui de Nicolas. Donc, dans ma formule ici, euh, moins ton facteur d'équivalence de l'année précédente. Le calcul du facteur d'équivalence, vous l'avez vu, il est dans le volume. Puis il n'est pas le même si tu participes à un RPA à cotisation déterminée ou si tu participes à un RPA à prestation déterminée. On va aller les voir, tout ça. Là. Donc, la formule n'est pas la même. C'est important de comprendre la distinction entre ces différents régimes-là. C'est ce qu'on va aller vous montrer. OK, les régimes d'employeurs ici. En ce moment, Nicolas a cotisé à un RPA. OK? C'est un terme technique, là, mais ayant en tête, c'est un fonds de pension très, très classique qu'on retrouve dans les entreprises. Il y a deux variantes, un RPA à cotisation déterminée et un RPA à prestation déterminée. C'est important
d'aller consulter le bon, parce que ce n'est pas les mêmes calculs. Dans vos mots, c'est écrit dans le livre, là, mais c'est quoi la différence, d'après vous, entre ces deux formes-là de régime de retraite? Quand certains employeurs mettent en place un RPA à cotisation déterminée, d'autres un RPA à prestation déterminée? Est-ce qu'il y en a qui ont compris un petit peu c'était quoi la différence entre les deux? La différence, c'est la promesse de l'employeur. Qu'est-ce que te promet l'employeur quand il met un RPA en place? Dans la première variante, dans un RPA à cotisation déterminée, voici la promesse de l'employeur. À chaque année où tu vas travailler pour moi, je te promets de cotiser dans ton fonds de pension un montant correspondant à X pourcentage de ton salaire. Donc, c'est une promesse de cotisation. Donc, par exemple, par un chiffre facile, donc à chaque année, je promets que tu travailles pour moi, je promets de cotiser dans ton fonds de pension un montant de 9 de ton salaire. On voit ça des fois parce que l'employé met aussi 9 de ton salaire, puis 9 plus 9 ça fait quoi? 18 la fameuse limite globale pour tous les régimes. Donc, par exemple. Donc, dans ce genre de régime-là, si tu dis à ton patron, ben parfait, mais patron, peux-tu me dire, ma rente, quand je vais être rendu à la retraite, moi, là, la rente de retraite auquel je peux m'attendre de recevoir, est-ce que tu peux m'indiquer ça va être laquelle? Sa réponse? Non. Et je m'en balance. Ce n'est pas ma responsabilité. Moi, je ne te promets pas une prestation de retraite. Moi, je te promets de cotiser. Après ça, moi, j'ai fini ma promesse. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que la rente de retraite auquel l'employé peut s'attendre dépend du rendement qui va être fait dans la caisse de retraite. Donc, si les rendements sur les placements sont très bons, la caisse de retraite augmente, 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 le salarié aura une meilleure rente de retraite. À l'inverse, si les rendements sont mauvais, la caisse de retraite ne grossit pas, c'est l'employé qui va payer la note en ayant une rente de retraite moins élevée. Donc, c'est l'employé qui encourt le risque relié au rendement du régime de retraite. Alors que dans un RPA à prestation déterminée, ici le deuxième, la promesse, elle est différente. Voici ma promesse. À chaque année où tu travailles pour moi, je te promets une prestation de retraite. Donc, je te promets une certaine formule, à l'aide d'une certaine formule, là, je te promets qu'à chaque année où tu travailles pour moi, tu vas gagner une rente de retraite d'un certain montant. Donc là, ce n'est plus une promesse de cotisation, c'est une promesse de rente future. Donc, si vous dites à votre patron, est-ce que je peux vraiment savoir, moi, à la retraite, combien je vais recevoir? La réponse est oui, parce que je te l'ai promis. Donc, genre, par exemple, un exemple de promesse. J'en ai fait un petit exemple. Ici, on a plein de variantes. Là. Regardez ici, par exemple. L'employeur pourrait promettre ça. À ta retraite, je te promets une rente de retraite de 2 fois ton salaire moyen de tes 5 dernières années, fois ton nombre d'années de service. Il y a plein de variantes. Il y en a que c'est 1,5, il y en a que c'est 1. Ça, c'est la plus généreuse. Pourquoi c'est la plus généreuse? Parce que le nombre d'années de service, le maximum, c'est 35 ans dans la loi. Donc, si tu participes à un employeur qui te fait une promesse généreuse comme celle-là, ben, dans le fond, tu peux t'attendre à la retraite de recevoir une rente de retraite égale à 70 de ton salaire de fin de carrière. Parce que si tu travailles 35 ans fois 2 70 de ton salaire de fin de carrière. Ça, c'est la rente la plus généreuse. La loi ne peut pas aller plus haut que ça en vertu de la loi. Tu peux aller en bas de ça. Donc, si c'est ça la promesse de votre employeur, là, vous êtes en voiture. Il y en a que c'est le salaire de fin de carrière, il y en a que c'est une moyenne des 10 dernières années. Peu importe, il y a différentes variables. Donc, je sais pas moi, peut-être que vous avez déjà parlé avec votre père, qui travaille à Post Canada, qui est en grève en ce moment peut-être, ou qui travaille à Kruger ou dans la fonction publique, municipale, provinciale, fédérale. C'est tous des employeurs qui offrent un RPA à prestation déterminée. Votre employé, votre papa, il s'est fait promettre cette rente de retraite-là. Puis si un souper, vous l'entendez dire, je suis écœuré de travailler, mais il me reste juste 2 ans à toffer pour avoir ma rente maximum, interprétez ce que ça veut dire. La promesse de l'employeur, c'est ça. Il veut atteindre son 35 ans de service pour aller chercher la rente maximum. Ça fait 33 ans qu'il travaille, puis il est écœuré. Puis, quand on entend ce genre d'affaires-là,
On compatit premièrement, mais notre cerveau peut interpréter. OK, c'est ça que tu vis toi en ce moment. Donc, voilà. OK. Je vais aller donc rapidement là, la RPA. Je vais juste souligner les phrases, juste quelques phrases clés ici, là. Donc, la RPA, les cotisations effectuées par l'employeur ne sont pas imposables. Donc, ton employeur, quand il met de l'argent là-dedans, ce n'est pas imposable. Ça va l'être à la retraite. Les cotisations que l'employé met sont déductibles. D'accord? Ensuite, les, donc, tout l'argent qui reste dans le régime, y compris le rendement, parce que ces montants-là vont être placés, il y a du rendement qui va se faire là-dessus. Ça aussi, c'est à l'abri de l'impôt. Donc, il n'y a aucun impôt qui se paye dans ce régime-là tant que l'argent n'est pas sorti. Donc, on se rend compte que ces régimes-là, c'est des régimes qui sont plein d'argent non encore imposé. L'employeur a mis de l'argent là-dedans, ça n'a pas été encore imposé. L'employé a mis de l'argent là-dedans, c'est de l'argent non encore imposé parce qu'il y a eu une déduction lors de la cotisation. Donc, ça a annulé l'imposition. Donc, employeur-employé met de l'argent, c'est entièrement de l'argent non imposé. Tu fais du rendement là-dessus, ton rendement, il n'est pas imposé. Donc, tu te ramasses avec un compte plein de sommes jamais imposées. Donc, sois pas surpris que qu'est-ce qui va arriver au moment des retraits? Les retraits sont pleinement imposables. Donc, c'est des régimes qui diffèrent l'impôt. Ça ne fait pas disparaître l'impôt. L'impôt est reporté. Donc, l'impôt, je répète, tu ne la payes pas quand l'employeur met de l'argent dans le régime, tu ne la payes pas quand toi, tu mets de l'argent dans le régime, tu ne payes pas d'impôt quand tu fais du rendement, mais ce n'est que partie remise. La journée que tu fais un retrait de ces régimes-là, parce que tu es rendu à la retraite, les retraits sont pleinement imposables. Donc, ce sont des régimes qui reportent l'impôt et non pas pas des régimes qui font disparaître l'impôt. Ça va? Je sais pas si j'espère que je ne vous décourage pas. C'est des très bons régimes quand même, là. Ouais. Tu sais, quand on étudie un petit peu plus en fiscalité puis on affine notre compréhension, c'est quand même très bon de pouvoir reporter l'impôt. J'espère que je ne vous déçois pas, puis j'espère que vous ne dites pas Ah, moi, je ne participe pas à ça, ce genre de régime-là, je vais être imposé quand je vais faire les retraits. Pas grave. En bout de ligne, tu vas quand même avoir sauvé de l'impôt. En tout cas, je vais en parler tout à l'heure, mais pour parce que il y a des stratégies là, où on fait quand même reporter de l'impôt pendant 35 ans. Tu te rappelles, tu es jeune, tu ne payes pas d'impôt, tu fais du rendement pendant plusieurs années, tu ne payes pas d'impôt, puis ton impôt, tu le payes seulement lors des retraits. C'est quand même un beau rapport. Tout cet argent-là t'a profité à toi pendant cette période-là. Tu n'as pas eu besoin de la donner au gouvernement. Tu as pu faire des placements ou payer des dettes avec cet argent-là. Elle t'a servi cet argent-là. C'est le fun. C'est du rapport d'impôt intéressant, euh, même si c'est imposable au moment du retrait. Euh, Nicolas, il participait à quel genre? C'était quoi la promesse de l'employeur, vous rappelez-vous? C'était la prestation déterminée, hein. L'employeur lui promettait une espèce de 1,5 fois le. Donc, ici, là, le calcul du facteur d'équivalence qu'il fallait faire, c'est un petit calcul technique. Donc, demandez-moi pas de vous l'expliquer. C'est comme ça qu'on va trouver le montant que Nicolas a, ou l'équivalent, le montant que Nicolas a utilisé en participant à ce genre de fonds de pension-là. C'est les actuaires qui ont inventé cette formule-là. Je ne peux pas vous l'expliquer. 9 fois le droit à la pension moins 600. Le droit à la pension, c'est ton pourcentage de salaire qui t'est promis dans ta formule. Nicolas, c'était 1,5 fois son salaire de l'année. Puis je vous rappelle que ce calcul-là qu'on fait en ce moment, c'est le calcul on cherche le facteur d'équivalence de 2000 W. OK? Vous remarquez que quand je calcule le maximum déductible réel pour 2024, toutes les données que j'utilise, c'est des données 2023. C'est juste une question pratico-pratique. C'est décalé d'un an. Ce ne serait pas faisable de faire un calcul. On veut que le contribuable ait l'information le plus rapidement possible. Pour te calculer ton maximum que tu peux cotiser à TRR en 2024, il fallait que ce calcul-là soit basé sur les données 2024. Imagine-tu comment ce serait long d'avoir ces données-là? Puis on devrait faire, ça serait long, tu aurais ton information beaucoup trop tard. Fait qu'on fait juste décaler d'une année. Ça ne change rien, là. Les données de 2024 vont influencer ton calcul en 2025. Ça ne change absolument rien, mais pratico-pratique,
on est capable de résoudre ça beaucoup plus facilement en travaillant avec les données de l'année passée. Donc, moi, je cherchais le facteur d'équivalence de l'année passée. Donc, la petite formule que je viens de vous lire, elle est juste ici en bas. Pour Nicolas, 9 fois le droit à la pension moins 600. 9 fois droit à la pension, c'est le fameux 1,5 de sa formule, fois son salaire de l'année passée, moins 600, 22 305. Donc, je résume. Le fait que Nicolas participe à un fonds de pension qui lui promette une rente de 1,5 ça, aujourd'hui, ça l'ampute de 22 000 dans ses droits de cotiser réels. C'est le prix, cet espace-là, et c'est de l'espace en moins qui est disponible pour une cotisation réelle. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour Nicolas, ça? Ou il devrait être content, Nicolas? Moi, je serais content à sa place. Ce que ça veut dire, c'est que son employeur s'occupe pas mal bien de son épargne retraite. En gros, là, ce montant-là, là, c'est 18 du revenu d'une personne à chaque année. Ce n'est pas un hasard, le 18 c'est des actuaires qui disent que, je peux en prendre et en laisser là-dedans, mais les actuaires disent que si tu veux à la retraite avoir à peu près le même train de vie que tu avais durant ta vie active, à chaque année, pas une fois de temps en temps, là, à chaque année, tu dois mettre de côté 18 de ton revenu. Donc, pour cette année, ça, c'est 30 000. Puis sur ce 30 000-là qui devrait être mis de côté pour l'épargne retraite, l'employeur s'en est occupé à la hauteur de 22 000. Donc, ça veut dire que tout cet effort-là d'épargne retraite, l'employeur, il participe beaucoup. Regardez l'autre régime à cotisation déterminée. Ce n'était pas le cas de Nicolas, mais c'est juste que le calcul du facteur d'équivalence, il est basé sur autre chose. Comme la promesse dans le régime à cotisation déterminée, la promesse, c'est une promesse de cotisation, mais pour calculer ta participation, on va juste additionner les cotisations. On va prendre tes cotisations que toi, tu as mis dans le régime cette année, plus celles que l'employeur a mis. Donc, je répète, dans ce genre de régime-là, la promesse de l'employeur, c'est une promesse de cotisation. Donc, on peut utiliser ces chiffres-là pour trouver le montant que tu as mis de côté chez ton employeur. Alors que dans un régime à prestation déterminée, on ne peut pas travailler avec les cotisations. Ce n'est pas un régime qui promet des cotisations. Donc, il faut travailler avec une formule différente. Des régimes d'employeurs, j'en ai 4 à vous enseigner. On vient de voir les deux, ben, 4 là, si je considère le RPA à cotisation et la prestation déterminée comme 2. Là. Donc, on vient de voir les deux premières variantes pour un RPA classique. Les deux variantes. Je vous montre deux autres régimes d'employeurs. OK? Ils sont plus rares. Mais je vous les montre quand même. Ils s'appliquaient bien sûr, ils ne s'appliquaient pas dans le cas d'aujourd'hui. RPDB, régime de participation différée aux bénéfices. Encore une fois, voici la promesse de l'employeur. Tantôt, l'employeur promettait de cotiser à chaque année ou promettait une rente de retraite pour chaque année de travail. Ici, ce n'est pas ça. L'employeur te promet la chose suivante. À chaque année, je vais cotiser dans ton fonds de pension un pourcentage de mes bénéfices. Donc, la promesse de cotisation, elle est liée aux bénéfices de l'entreprise. Donc, si l'entreprise fait des très bons bénéfices, ta cotisation dans le fonds de pension par l'employeur va être plus grande. Si les bénéfices ne sont pas là, il n'y aura pas de cotisation. Ça, on voit ça plus souvent en place pour des cadres, pour un employé cadre. Parce qu'un employé cadre, ça peut le motiver que son employeur lui promette des cotisations au fonds de pension sur le bénéfice, parce que le cadre, il a le sentiment qu'il y a un contrôle sur le bénéfice. Si tu es un VP Finance, là, puis que ton employeur te promet ça, ça va te fouetter. Vas-tu te dire que tu vas te mettre à en chercher des occasions d'affaires puis des occasions pour augmenter la rentabilité de l'entreprise parce que la cotisation au fonds de pension qui t'est promise est directement liée à ça. Mais si tu es un employé dans une chaîne d'usine, c'est sûr que ça ne te motivera pas, puis c'est normal. Tu sens que tu n'as aucune répercussion sur le bénéfice de l'entreprise. Donc, c'est surtout pour les cadres. J'attire votre attention sur les variantes. Okay? Il y en a quelques-unes variantes. Regardez ici. Cotisations effectuées par l'employé sont interdites. Donc, dans ce régime-là, c'est juste l'employeur qui met de l'argent. Okay? Donc, l'employé n'en met même pas. La loi l'empêche. C'est seulement l'employeur qui met de l'argent dans le régime.
Pour le reste, ça fonctionne de la même façon. Donc, le- je ne le répète pas, là, mais l'argent qui est mis, c'est non imposable. Le rendement est non imposable. Donc, on se ramasse avec un montant, un compte, un fonds qui est plein d'argent, pas encore imposé, et les retraits sont pleinement imposables. Donc, ça va. L'autre variante qu'on pourrait dire, c'est la promesse. Promesse qui est liée au bénéfice. Par exemple, ici, là, je te promets de cotiser dans ton fonds de pension à chaque année 1% de ton bénéfice, du bénéfice de l'année. Dernier régime pour l'employeur, le régime volontaire d'épargne retraite. La principale différence ici, car c'est très important, c'est qu'il est facultatif. C'est vraiment ça la particularité. Ça, c'est un régime qui est mis en place par le gouvernement. OK? Ben, je devrais dire qui est administré par le gouvernement. Je vais vous expliquer ça autrement. Le gouvernement s'est rendu compte que la plupart des employeurs n'offraient pas de fonds de pension ou presque pas à leurs employés. OK? Puis ça, c'est un droit. Les employeurs ne sont pas obligés de mettre en place un fonds de pension. Ils ont leur liberté d'opérer. Mais quand même, le gouvernement était soucieux de ça. Puis le gouvernement s'est même demandé si et c'est posé la question, est-ce qu'on devrait rendre ça obligatoire? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre une loi en place pour obliger les employeurs à offrir un fonds de pension aux employés? Pour obliger que ce soit un fonds de pension super, qui coûte très, très cher, là, avec des promesses de 2 là, ça pourrait être moins que ça, mais le gouvernement y a pensé. Parce que vraiment, c'était comme pas un fléau, mais c'est une réalité qu'il y a très, très, très peu d'employeurs qui mettent ça en place. Puis une des raisons pour lesquelles les employeurs ne veulent pas s'embarquer dans un fonds de pension, c'est que c'est très lourd. C'est très lourd à administrer. Ça te prend quasiment un employé à temps plein juste pour gérer le fonds de pension. Il y a plein de règlements là-dedans. Donc là, le gouvernement est arrivé à une solution. Écoutez, ce n'est pas parfait, là. Le gouvernement dit aux employeurs, si tu n'as pas de fonds de pension en place, OK, la loi t'oblige à créer un fonds de pension qui s'appelle un régime volontaire d'épargne retraite. Donc, l'employeur est obligé de le mettre en place, mais l'employeur n'est pas obligé d'y cotiser. Donc, le gouvernement a comme coupé la poire en deux. Donc, en vertu d'une loi, maintenant, en vertu de la loi sur la loi au Québec, là, la loi, je cherche le nom de la loi, je pense que je la vois ici. Non, je n'ai pas écrit la loi, là, mais. Donc, au Québec, en conclusion, si un employeur n'a pas de fonds de pension en place, la loi l'oblige à mettre en place un fonds de pension, mais la loi n'oblige pas l'employeur à cotiser au fonds de pension. C'est comme, donc, vous pouvez bien en passer ce que vous voulez, mais c'est même que ça marche. Une des particularités, c'est que le gouvernement s'en occupe de la gestion. Pour être capable de vendre ça aux employeurs, il a dit, c'est pas vous qui allez l'administrer. Le gouvernement dit, je comprends que vous ne voulez pas mettre de fonds de pension, vous trouvez ça trop lourd à gérer, on s'en occupe. Le RVER, là, c'est tout le gouvernement qui s'en occupe. C'est géré par la Caisse de dépôt. L'employeur ne met pas une minute là-dedans. Okay? Mais il est obligé de l'ouvrir, l'employeur, puis offrir à ses employés de mettre de l'argent dans le régime. Donc, on a ici un RVER. Je suis sûr que si vous travaillez à temps partiel, peu importe où, il y a ça en place. Puis quand vous avez été embauché, votre employeur aurait dû vous le dire. Vous aurez possiblement que votre employeur vous aurait dit, moi, j'en mets pas d'argent. La plupart des employeurs, ils n'en mettent pas, ils ne sont pas obligés. Donc, ton employeur, sûrement qui te dit, moi, j'en mets pas d'argent, mais toi, tu peux en mettre. Puis t'offrir de prendre un petit peu d'argent sur tes payes à chaque 2 semaines, puis le mettre là-dedans. Parce que c'est ça le but. C'est que tous les employés au Québec aient au moins une occasion de faire un petit peu d'épargne dans ce genre de régime-là. Si l'employeur contribue ou pas, c'est facultatif. Et les retraits sont pleinement imposés. Donc, ça aussi, ça doit venir en moins dans le calcul de mon droit de cotiser au REER. Donc, regardez ma formule ici. Euh, Techniquement, ça ne s'appelle pas un facteur d'équivalence, mais vous comprenez que si tu participais à un régime volontaire d'épargne retraite, et que tu mettais 10 000 là-dedans dans l'année, ben, tu viens d'enlever un 10 000 dans tes droits de cotiser REER. La même interrelation est aussi présente. Donc, voilà pour les régimes d'employeurs. Le REER, maintenant, donc la version
la version individuelle, beaucoup plus utilisée. Donc, le REER, c'est la version individuelle d'un régime d'employeur. C'est juste que l'employeur ne met pas d'argent là-dedans. Donc, je vais vous montrer rapidement les principales informations qu'il faut savoir là-dedans. Les cotisations sont déductibles. Donc, c'est toujours le même principe, hein. Tu mets de l'argent dans le régime, il faut que cet argent-là soit non imposé. Donc, il y a une déduction au moment de la cotisation pour être sûr que l'argent, que les revenus que tu mets là-dedans n'aient pas été imposés au départ. Donc, la déduction au niveau de la cotisation. Ton rendement va être à l'abri de l'impôt pendant tout le temps et tu vas avoir des retraites qui sont pleinement imposables. Ça n'a pas changé. Les cotisations sont permises n'importe quand dans l'année, y compris dans les 60 premiers jours de l'année. Donc, je pense qu'on en avait déjà parlé un petit peu dans une semaine antérieure, mais je vous le rappelle. Donc, si tu veux faire une cotisation REER et avoir droit à une déduction dans ton rapport d'impôt 2024, ben, quelle date? On est le 28 novembre 2024. À vrai dire, tu peux faire une cotisation n'importe quand en 2024, jusqu'au 31 décembre 2024, puis on te donne 2 mois de plus. Parce que sinon, ça serait une espèce d'urgence au mois de décembre pour ceux qui veulent avoir droit à la déduction. Donc, si je veux une déduction dans mon rapport d'impôt 2024, je ne suis pas obligé d'avoir fait la cotisation au 31 décembre 2024. Je peux aussi profiter de la période de report de 2 mois qui est donnée par le gouvernement. Donc, en janvier 2025 et en février 2025, si vous faites des cotisations, la déduction peut se prendre dans le rapport d'impôt 2024. On vous donne une extension de 2 mois. D'accord? C'est sûr que c'est une bonne habitude de cotiser régulièrement. Si vous voulez moi, j'ai un conseil à vous donner. Si vous souhaitez faire de l'épargne dans un régime, n'importe lequel, là, REER, régime entrée d'épargne études, CELI, peu importe où vous faites votre épargne, c'est bon de faire des cotisations régulières dans l'année. Il y a plusieurs avantages au niveau financier de faire ça, puis c'est moins difficile aussi. C'est moins difficile de prendre un petit peu d'argent sur chacun de tes payes, puis de le faire envoyer directement dans ton régime d'épargne que de devoir ramasser un 10 000 en plein 20 février parce qu'il te reste 8 jours pour faire ta cotisation. C'est plus difficile. L'être humain étant ce qu'il est, vous le savez, c'est difficile de trouver de l'argent pour l'épargne. Si c'est pris directement sur chacune de vos payes, ça facilite les choses. Puis vous allez être surpris à la fin de l'année que vous avez déjà des belles cotisations dans vos différents régimes. Donc, le calcul de notre fameux calcul qui est ici. Donc, il y a comme 2 composantes. Okay? Je veux dire 3 même. Okay? Je veux dire, il y a comme 3 composantes. 1, 2, ici, puis 3. Okay? Première composante, c'est tes déductions utilisées au titre des années. Parce que, dans le fond, là, à chaque année, tu ouvres pour toi un droit de cotisation REER égal à 18 de ton revenu. En gros, là, si on résume ça. Donc, à chaque année, 18 de ton revenu, ça te donne le droit à faire une cotisation REER. Donc, admettons que tu es jeune, toi, tu as 22 ans, tu travailles pendant un été, puis tu travailles à temps partiel. Donc, tu fais, je ne sais pas moi, 10 000 dans l'année. Donc, tu as un petit 18 1 800 ici, de droit de cotiser REER qui s'est ouvert pour toi. Tu avais 20 ans. L'as-tu comblé? Non. L'année d'après, tu as travaillé, tu as fait un peu de travail, c'est ouvert pour toi un nouveau droit de cotiser de 18 L'as-tu comblé? Non. Tu as voyagé. L'année d'après, même chose. Donc, est-ce que ces droits de cotiser-là qui s'ouvrent pour toi année après année sont perdus? Bien sûr que non, ils s'accumulent. Ils ne seront jamais perdus. Mais à un moment donné, ça devient dur à rattraper. Je te rappelle que c'est quoi le message du gouvernement derrière ce 18 %-là à chaque année? C'est ce que tu dois mettre en épargne si tu veux garder le même train de vie à la retraite. Donc, la première année, tu ne le fais pas? OK. Deuxième année, tu ne le fais pas? OK. Troisième année, tu ne le fais pas? OK. Comment tu dois interpréter ces retards-là? Tu es en retard. Tu es en retard dans tes objectifs de retraite. Je ne parle même pas d'impôts, je te parle d'objectifs de vie. C'est sûr que tu peux en prendre, tu peux en laisser, puis chacun a ses propres situations. Mais le message pour Nicolas, moi, si je le rencontrais, là, c'est, regardez, 23 000. Avant même de répondre à sa question qu'il me posait dans l'énoncé, je dirais, Nicolas, moi, j'interprète là, que si tu veux avoir à la retraite un train de vie similaire à ta vie active, ben, tu es 23 000 en retard. Trouve 23 000 à quelque part ou à peu près ce chiffre-là, mais c'est les retards que tu as accumulés. Donc, ça, c'est la première composante. Tous nos retards qu'on a accumulés au fil des ans,
Ils sont toujours disponibles pour cotiser. Donc, première composante. Deuxième composante, mon nouvel ajout de cette année. Pour Nicolas, c'est ajouté encore cette année un nouveau droit de cotiser, en plus de ses retards, 18 du revenu gagné de l'année précédente. Le revenu gagné, donc c'est 18 de ton revenu, mais pas de tous tes revenus. On appelle ça du revenu gagné. En gros, c'est du revenu de travailleur. Il faut que tu sois une personne active au sens fiscal. Donc, du revenu d'emploi ou du revenu d'entreprise. Vous marquez pas du revenu de placement. Donc, si tu ne travailles pas, tu n'as pas de revenu d'emploi, tu n'as pas de revenu d'entreprise, tu as bien beau faire, tu es un riche investisseur, tu fais beaucoup, beaucoup de revenus d'intérêt, beaucoup, beaucoup de gains de capital, de dividendes dans l'année, ça, ce n'est pas du revenu gagné. Tu n'auras jamais le droit de cotiser à tes REER. Parce que le droit de cotiser REER, c'est réservé aux travailleurs. C'est 18 de ton revenu gagné. C'est du revenu actif. Quelqu'un qui n'est pas dans ces situations-là n'a aucun droit de cotiser qui ne sauve pas. Donc, c'est ce qu'on a fait pour Nicolas. Je vous rappelle qu'on décale d'une année. Donc, je suis allé chercher son salaire de l'année passée, ici. Il avait aussi, dans l'énoncé, il y avait des petits revenus de placement. Je ne les ai pas pris. Hein. Je ne sais pas si vous aviez pensé. Là. Ici, là, en deuxième page, ici, on voit qu'il a aussi fait des revenus d'intérêt, 12 000 puis 13 000. Ça, c'est imposable. D'accord? On en parlera tantôt. Mais ce n'est pas du revenu gagné. Alors, gagner de l'intérêt, ça ne t'ouvre pas les droits de cotiser réels. Alors que le salaire, lui, oui. Donc, 70 000, 18 de son salaire de l'année passée. Le maximum cette année, c'est 31 000. Donc, il est juste en dessous. Vous comprenez que quelqu'un qui fait 500 000 de salaire par année, 18 de 500 000, il va atteindre le maximum. Le maximum pour tout le monde, c'est 31 000 par année. C'est pas plus que ça. Puis la troisième composante, c'est ton fameux facteur d'équivalence. Donc, ici, là. Donc, première composante, tes retards. Deuxième composante, ton nouveau droit de cotiser pour ton année courante et duquel tu vas retrancher, on va le mettre en moins, toute ta participation dans tes autres. Donc, pour ça, moi, je le vois vraiment en trois composantes ici. Donc, on répète, Nicolas, 23 000 de retard, plus une nouvelle ouverture de cette année de 30 000, duquel on retranche un 22 000 déjà contribué ou participé dans son RPA à prestation d'État. Des questions là-dessus? Important, ce formule-là. Tout est là-dedans. Genre, la question que je pourrais poser à l'examen. Genre. Juste terminer, qu'est-ce que je pourrais vous dire avant de vous laisser aller à la pause? On va terminer les REER. Techniquement, tu pourrais aussi cotiser au REER de ton conjoint. Je ne vous le conseille pas là, parce qu'il y a des risques liés à ça. Là. Mais techniquement, si tu es en couple, marié ou conjoint de fait, donc on a un couple ici, ça c'est ton REER, ça c'est le REER de ma conjointe, ça c'est moi ici. Là. Bien, mes cotisations REER, je peux les envoyer dans mon REER, mais je pourrais aussi les envoyer dans le REER de ma conjointe. Okay? On pourrait en discuter, on pourrait discuter des avantages et inconvénients de faire ça, mais le principal inconvénient, là, il est légal. C'est que c'est un don. Pas une joke cotisée au REER de ta blonde. Là. En fin d'année, pour quelle raison tu décides, toi, d'envoyer le 10 000 dans le REER de ta blonde plutôt que d'envoyer dans le tien, je ne sais pas c'est quoi tes raisons, mais tu as un planificateur financier, tu as dit, ah, ce serait une bonne stratégie de faire ça. Tu viens de perdre 10 000, mon ami. Là. Cet argent-là est à ta blonde. Si tu n'es pas marié en plus, puis vous vous séparez, il n'y a pas de patrimoine familial, il n'y a pas de séparation des actifs, c'est un don. Si quelqu'un conseille ça pour des raisons fiscales, tu peux écouter, mais c'est un très gros geste à poser. Donc, pensez-y bien. Aussi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du régime d'accès à la propriété, on appelle ça le RAP. Ça, c'est la possibilité de prendre de l'argent dans ton REER, aller emprunter de l'argent dans ton REER, j'insiste sur l'expression, emprunter de l'argent dans ton REER ici, pour faire l'achat d'une première maison. Ta blonde peut faire la même chose. Donc, ta blonde et toi, vous pouvez aller chercher chacun emprunter un montant de 35 000 dans ton REER, 35 000 aussi dans son REER. Donc, on pourrait même emprunter 70 000 pour faire l'achat d'une première habitation. Parce que le gouvernement se rend compte que si les jeunes cotisent au REER, ce qui est un très bon geste, puis on veut encourager ça, là, quand arrive l'année où tu fais
tu achètes une première maison avec ta conjointe, il faut que tu fasses une mise de fonds sur ta maison, puis tu n'en as pas de liquidité. Puis là, tu dis au gouvernement, ben là, tu m'as cassé les oreilles pour que je cotise au REER, je l'ai fait. Toutes mes liquidités sont dans mon REER. Puis là, j'arrive pour faire l'achat d'une première maison, je dois faire une mise de fonds, je n'ai pas de liquidité. OK, effectivement. Donc, pour répondre à ça, il y a comme une particularité, c'est que tu peux aller emprunter de l'argent dans ton REER. Pourquoi je dis emprunter? Ce n'est pas un retrait, là. Parce qu'un retrait standard, ce serait imposable. Ce n'est pas ça, là. C'est un emprunt. Donc, temporairement, tu prends de l'argent dans ton REER, tu le mets sur ta mise de fonds pour ta première maison, puis l'emprunt ou le trou que tu as fait dans ton REER, tu dois le rembourser. Donc, après ça, à chaque année, tu dois rembourser le trou que tu as fait dans ton REER. Le plus long que tu peux prendre pour rembourser, c'est 15 ans. Donc, tu peux rembourser aussi vite que tu veux, mais au minimum un 15e par année, tu dois le rembourser. Est-ce qu'il y en a qui avaient déjà entendu parler de ça? Oui. Voulez-vous mon avis bien personnel là-dessus? Moi, je ne conseillerais pas ça. Moi, à mes enfants, je ne conseillerais jamais de faire ça. Parce que faire ça, c'est faire un trou dans son épargne retraite pour s'acheter une maison. Moi, ce que je te souhaite, ce n'est pas de faire un trou dans ton épargne retraite pour t'acheter un actif qui est une maison. C'est d'avoir les deux. Je te souhaite d'avoir et de l'épargne retraite et d'avoir une maison. C'est dur de faire de l'épargne retraite. Imaginez-vous comment ça a été dur d'accumuler le 35 000 à coût de 1000 par-ci, 1200, 1000 par-ci. Ça coûte, c'est tellement douloureux. Vous l'avez fait. Votre épargne retraite est commencée. Puis tu t'en vas faire un trou de 35 000 là-dedans. Donc, tu fais juste déplacer le problème. Tu fais un trou dans ton épargne retraite pour t'acheter une maison. Mais tu n'as pas deux actifs, là. Tu as financé ton deuxième actif en faisant un trou dans ton premier actif. Puis les années d'après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rembourser ton trou. Toi, tu vas avoir l'impression dans les années qui suivent que tu crées de la nouvelle épargne retraite. Mais tu ne crées rien. Tu renfloues le trou que tu viens de faire, tout simplement. Si je prends ta photo de ton relevé REER avant ton RAP, puis je prends ta photo de ton relevé REER 15 ans plus tard, qu'est-ce que vous remarquez? Ça n'a pas augmenté. Parce que pendant 15 ans, tu as juste fait un trou, puis tu l'as remboursé. Donc, sur 15 ans, tu ne crées aucun épargne retraite. C'est beaucoup 15 ans. Tu cotises 20, 30 ans dans ta vie. C'est la moitié de ta vie de cotisant que tu fais juste renflouer un trou. Tout ça pourquoi? T'acheter une grosse maison. C'est ça le message. Si tu n'es pas capable de payer ton cash down sur ta maison autrement qu'en allant piger 35 000 dans ton épargne retraite, mon impression, c'est que tu regardes des trop grosses maisons. Pour une première maison, là, descends pour qu'une mise de fonds soit raisonnable, puis je ne te demande pas d'amputer toutes tes REER. C'est ça que je dirais à mes enfants. Je ne veux pas mes enfants. Vous ferez bien ce que vous voulez. Il y en a qui font un petit rap, disons 2-3 000, qui le remboursent rapidement. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Ils sont en plein contrôle, ils comprennent le message. Il manque vraiment un 3 000 de liquidité pour boucler la maison. Fais 3 000. OK, si tu veux faire ça, c'est correct, mais rembourse vite. Tu rembourses en un an ou deux pour après ça repartir la création de nouvelles épargnes. Ce serait ça mon conseil. Mais est-ce que les institutions financières vous avertissent de ces risques-là quand ils vous rencontrent dans un bureau et en train d'acheter une maison? Pas sûr. C'est comme si c'était de l'argent disponible, c'était du crédit disponible. Ah, ben oui, pas de problème, les grosses maisons, il y a ça dans le REER. Ben oui. Elle ne vient pas du ciel, cet argent-là. Là. Tu sacrifies ton futur toi pour ton toi de maintenant. En finit. Good. Je sais que j'ai dépassé 3 minutes. J'ai fini presque. Je vais juste montrer le dernier, le fameux fer ici. Je vais vous montrer avec l'image. Donc, regardez. Le REER, il se transforme tout seul en fer, OK, à 71 ans. Vous irez voir dans la page du fer, là, tout est indiqué là. Dans le fond, le gouvernement dit le REER, c'est un régime pour cotiser. OK? Puis le gouvernement, il est bon avec toi parce qu'il te permet de cotiser beaucoup d'argent dans ton REER. Il accepte que ce ne soit pas imposé le temps que tu cotises. Il accepte que tes rendements ne soient pas imposés là-dessus. Il est patient, le gouvernement, mais à un moment donné, il faut que tu retires.
Le gouvernement, il se dit, c'est bien beau, là, j'accepte de reporter, 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 mais je veux être sûr qu'il y a des retraits. Fait que la meilleure façon, c'est obligatoire. C'est à 71 ans. Donc, à 71 ans, toute ton enveloppe REER se disparaît. Tes épargnes ne sont plus protégées. Puis il va apparaître une nouvelle enveloppe qui est le fer. OK? Dans la première particularité de le fer, tu ne peux plus cotiser. C'est pas un régime pour cotiser. À 71 ans passés, là, c'est terminé, puis tu es obligé de faire des retraits. OK? Un retrait obligatoire à chaque année. Même si tu dis, ah, il n'y aurait pas besoin cette année, j'ai des CELI disponibles. Non, non, c'est même pas un choix, c'est obligatoire parce que le gouvernement veut déclencher un petit peu les retraits pour être capable de retrouver son imposition. Euh, ici, donc le transfert se fait automatiquement, aucune cotisation possible. Les rendements sont encore à l'abri de l'impôt tant que ce n'est pas retiré, mais les retraits sont déclenchés là, de façon automatique. Voilà. Merci pour votre attention. J'ai dépassé un petit peu. On prend une quinzaine de minutes. On a parlé de beaucoup de choses, mais tout ça était lié. On va s'intéresser aux autres régimes après la pause. Régime marché d'épargne-études, CELI et CELIAP. À tantôt. OK. Chez Solutions. Bon, le CELI.
OK, le CELI, comme vous pouvez le voir à l'image, il y a une seule personne qui met de l'argent là-dedans. Ce n'est pas un régime d'employeur, hein. Il y a jamais d'employeur qui met de l'argent dans le CELI. C'est un régime personnel. C'est toi qui en mets dedans. Beaucoup de particularités par rapport à ça. Donc, premièrement, c'est un régime vraiment là, très, très universel. C'est vraiment le plus simple à utiliser parce qu'il n'y a pas de, il y a aucune contrainte pour retirer de l'argent du CELI. Alors que le REEE, tu peux juste le retirer quand les enfants vont à l'école. Le CELIAP, tu peux juste le retirer quand tu t'achètes une maison. Le CELI, c'est vraiment beaucoup plus fluide, là. Le gouvernement le dit, là, mets de l'argent là-dedans. Tu n'es même pas obligé de savoir quand tu vas vouloir la retirer puis pourquoi, que ça va toujours être disponible sans problème. D'accord? Donc, c'est ça la beauté. On peut cotiser au CELI à partir de notre 18e anniversaire. Premièrement, les cotisations sont non déductibles. Ce n'est pas comme un REER. Donc, les cotisations sont non déductibles. Le rendement sur les placements n'est pas imposable et les retraits ne sont pas imposables. Donc, c'est complètement défiscalisé. OK? Donc, tu mets de l'argent là-dedans, OK? Il n'y a pas de déduction, ça n'apparaît pas dans ton rapport d'impôt. Tous tes rendements sont non imposables. Et contrairement au REER, où je vous disais qu'à la sortie, ne soyez pas surpris que l'impôt arrive parce que c'était du report d'impôt. Ici, ce n'est pas du report d'impôt, c'est de l'exemption. Il n'y en aura jamais d'impôt parce que tes retraits sont entièrement non imposables. Donc, on est vraiment exempté d'impôt sur tout ce qui s'est passé là-dedans. Voyez un petit peu l'historique. Ça existe depuis 2009, le CELI. Les droits cotisés à chaque année, vous les voyez là. Si vous n'avez jamais cotisé au CELI, ça s'additionne d'année en année comme le REER. Donc, on est rendu à 95 000 pour un adulte là, qui accumule depuis 2009. Puis, dernière petite particularité, ici, pardon. Les sommes retirées du CELI s'ajoutent aux droits cotisés l'année suivante. OK? Ça aussi, c'est unique au CELI. Ça ne marche pas comme ça dans un REER. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si à un moment donné, peu importe combien, admettons, là, disons que tu décides un jour de retirer 4 000 de ton CELI, bien, ce retrait-là, ce 4 000-là que tu as retiré, il va se régénérer. Ça va régénérer un nouveau droit de cotiser au CELI de 4 000. C'est juste que ce n'est pas la même année. Ça va se faire l'année suivante. Donc, si tu fais un retrait en 2024, ça ne va pas régénérer un droit de cotiser en 2024. Ça va le régénérer en 2025. Donc, un REER, ce n'est pas ça, là. Quand tu retires de l'argent du REER, ça ne régénère pas un nouveau droit de cotiser REER. C'est vraiment unique au CELI. Donc, si on appliquait tout ça pour mon ami Nicolas, moi ici, dans le fond, j'ai pris un peu tout ce que j'avais dans le livre, les montants maximum qui totalisent 95 000. On se rappelle qu'à chaque année, il a mis 5 000 par année. Donc, dépendamment des années, là, il lui reste des petits droits inutilisés. Donc, si j'additionne tout ça, j'aurais un 95 000 de droits inutilisés qui se seraient cumulés. Et là, on voit qu'il a fait 2 retraits du CELI dans l'histoire, dans toute son histoire, là, depuis la création, 2 retraits au CELI. Donc, je vous rappelle que ces retraits-là régénère des nouveaux droits cotisés. Donc, le retrait de 2023 de 12 000 redevient un nouveau droit cotisé de 12 000. Puis l'autre, ici, je ne le mets pas. Pourquoi je ne le mets pas? Le retrait de 2024? Parce qu'il n'y a pas d'impact en 2024. Il va y avoir un impact en 2025. Donc, pour 2024, le 27 000 ne s'ajoute pas, mais ça va être possible l'année d'après. C'est comme ça qu'on arrive à 27 000 $. Ça va? Une question pour ça? Je vais vous montrer rapidement le CELIAP, qui est le cousin. Donc, ça fonctionne un peu comme un CELI, là, quelques petites différences, mais la particularité, c'est que c'est beaucoup moins fluide, c'est beaucoup moins flexible. C'est vraiment, vraiment la seule façon de sortir de l'argent de ce CELI-là, c'est pour faire l'achat d'une première maison. Donc, ça pourrait peut-être vous intéresser parce que vous allez être des propriétaires d'une première maison éventuellement. Donc, si vous voulez mettre de l'argent dans le CELIAP pour utiliser l'argent pour l'achat d'une première maison, c'est vraiment plus avantageux que les CELI. Vous allez voir, là. Donc, euh,
Donc, c'est possible à partir de 18 ans. Les cotisations sont déductibles. Première différence par rapport au CELI ordinaire. Tantôt, on disait que les cotisations étaient non déductibles. Ici, ils sont déductibles. D'accord? Ensuite, les rendements sont non imposables et tes retraits sont non imposables si c'est pour t'acheter une première maison. D'accord? Donc, on met de l'argent dans le CELIAP, on a une déduction. Donc, on a de l'argent ici non imposé. Après ça, je fais du rendement non imposé. Donc, c'est toutes des sommes pas imposées qui sont dans le régime. Puis quand je retire, c'est pas imposant. Donc, c'est quand même quand même assez avantageux. À cause de la déduction, c'est un avantage par rapport au CELI qui n'est pas déductible. C'est une grosse différence, là. C'est un des avantages. OK. Vous voyez les maximums, là, les droits de cotiser, c'est tout récent. Là, on en est à la deuxième année. Ça a commencé l'année passée, puis c'est 8 000 par année. Donc, l'année passée, si vous avez plus que 18 ans, vous aviez 8 000 d'accumulés de droits de cotiser l'année passée et un 8 000 qui s'est rajouté pour cette année. Donc, tout le monde a 16 000 de droits de cotiser, tout le monde dans la classe ici, au CELIA. Moi aussi, comme je vous ai dit, mais moi, je ne l'utiliserai pas parce que je n'ai pas comme projet de m'acheter une première maison. M'aurais-tu des questions? On va aller voir notre régime enregistré d'épargne études. Ici. Donc, un régime dans lequel les parents, ou en tout cas, oui, mettons de l'argent, le gouvernement met de l'argent aussi, et c'est utilisable, les retraits sont possibles que lorsque les enfants, je ne suis pas dans le bon, hein, je suis dans le. Donc, les parents mettent de l'argent dans le régime, le gouvernement met des subventions, ça va générer des revenus qui sont non imposables et tout ça pour payer des études à des études, payer les. Je ne dirais pas payer les études. Les retraits sont possibles au moment où on a un enfant qui fait des études postsecondaires. Il n'y a aucun lien avec le montant des frais de scolarité. Il n'y a aucune obligation d'en sortir plus ou moins que les frais de scolarité. On a une totale liberté, comme on l'a vu dans notre planification d'aujourd'hui. Mais le critère, c'est que les enfants doivent être aux études postsecondaires. OK? Euh, je vous le dis, là, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, c'est vraiment le régime le plus avantageux. Et vraiment, vraiment, tout le monde s'entend là-dessus. Là. On peut bien débattre de tous les autres régimes. Chacun a sa façon de penser. Est-ce que c'est mieux le CELI? Est-ce que c'est mieux le REER? Est-ce que c'est mieux le CELIAP? Mais il y en a un qui n'a pas de discussion, c'est lui. Okay? C'est vraiment le plus avantageux parce qu'il y a des subventions gouvernementales. Donc, il y a de l'argent qui va apparaître par magie dans ton compte pour faire des retraits pour toi quand tes enfants vont être aux études. Si ça ne te convainc pas, euh, donc, les cotisations parentales sont non déductibles. Donc, le parent met de l'argent là-dedans. Les subventions, le fédéral en met 20 le Québec en met 10. Donc, un total de 30 de subventions. Ah, donc, si tu mets 1000 dans le régime, comme par magie, le compte va être à 1300. Tu as mis 1000, 1300. Parce que le gouvernement t'a mis 30 de tes cotisations en subvention. Donc, le maximum, c'est ici par année, c'est 500 pour ici, puis 250 ici. Donc, le maximum par année de subvention, c'est 750 $. Donc, ça, c'est l'équivalent, si je ne me trompe pas, de. Je pense que ben, faudrait que je le fasse. 750 divisé par 0,30, là, mais de mémoire, c'est 2500 de cotisation. Il me semble que si tu fais à chaque année 2500 de cotisation comme parent, tu vas aller chercher ton 30 de subvention, ton 750 par année, qui est le maximum. J'ai-tu raison? Mon calcul est-tu bon? Je n'ai pas l'air convaincu. 2500 fois 30. C'est ça?
Donc, si tu mets 2500, si le parent met 2500 pièces de cotisation par année dans ce régime-là, il va aller chercher à chaque année son maximum de subvention de 750. Et ça, c'est possible dès que ton enfant naît. Je ne sais pas si dans la classe, il y en a qui ont des enfants ou qui projettent d'avoir des enfants ou qui ont des proches, familles, frères, sœurs qui ont des enfants et qui n'ont pas de régime Archer d'épargne-études d'ouvert. Je ne sais pas s'il y en a dans la classe, je ne levez pas la main. Mais faites le message à la personne concernée. À chaque année, à partir de la naissance de ton enfant, à chaque année où tu ne mets pas 2500 dans un REEE, c'est comme de prendre 750 puis de le mettre à la poubelle. Il y a un 750 de subvention qui est là, qui attend, qui veut juste t'être remis, mais tu décides de le mettre à la poubelle. Ton enfant qui avait 2 ans commence à marcher. Tu n'as pas cotisé encore? Un autre 750 à la poubelle. Ah, il y a 10 ans, le mien. Ça fait 10 ans? 10 fois 750. Tu as mis 7500 de contribution, de subvention gouvernementale à la poubelle. C'est ça, là. Ah oui, mais là, ma belle-sœur, elle n'a pas beaucoup d'argent, puis il faut qu'elle achète sa poussette, puis son lit de... Non, non, arrête les raisons. Trouve-le. Trouve-le. Quand c'est le temps de voyager, tu es capable de le trouver, le 2500? Trouve-le. Trouve-le. Emprunte-le aussi. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Moi, c'est ça mon conseil. Vous savez que moi, j'ai 3 grands-enfants de 23, je les ai présentés au début du cours, 23, 21. Hein, ma plus jeune à quel âge? Il est né en 2000. Comme si vous le saviez. À quel âge, ma plus jeune? Elle est née en 2006. Elle a 18 ans. C'est ça. Fait que, pensez-y. Faites pas des enfants pour ça, là, mais c'est beaucoup d'enfants, ben, faites le calcul, là. Quand tu pensez à ça jeune. Puis c'est pas grave, honnêtement, si vous oubliez une année ou deux au début, vous commencez à l'âge. Tu sais, je mets tout le temps ça pire que ça, mais je veux frapper l'imaginaire avec cette réflexion-là. Tu commences à l'année 3, il y a 3 ans, ton enfant, c'est très bien, là. Mais il ne faut pas perdre trop de temps. C'est de bel argent qu'on se prie. Vous comprenez? Vous allez passer le message à vos proches. Vous allez y penser quand vous allez avoir un enfant. Quand quelqu'un vous dit quel cadeau je pourrais te faire, là, c'est ça le cadeau. Ou à deux, là, mettez-vous à 2, 3 chums, 4 chums. Ça se peut, là. Donnez-moi un 2500 que je puisse commencer à aller chercher ma première subvention. Good. Quand on est à très, très faible revenu, le gouvernement en a un petit peu plus. Ensuite, les revenus de placement sont imposés, cumulent à l'abri de l'impôt. Et on arrive au moment des retraits. Donc, au niveau, comme on l'a vu dans le cas d'aujourd'hui, au niveau des retraits, on se ramasse avec 3 composantes dans ce régime-là. Les parents ont mis de l'argent, le gouvernement a mis des subventions, puis il y a du rendement. OK? Donc, le principe, c'est que le retour des cotisations parentales, c'est non imposable. Donc, comme tu as mis de l'argent qui n'a jamais été déduit, tu peux le ressortir quand tu veux, ce n'est pas imposable, ce n'est pas un enjeu. L'enjeu, c'est la portion imposable. Donc, ta portion ici, le revenu de placement et différentes subventions, ça ici, c'est imposable. Imposable pour l'étudiant. On va aller voir comment on a planifié les choses dans le cas de Nicolas. Là, vous avez vu un petit peu la réponse finale. Euh, je vais faire des petits commentaires d'ordre général. Je sais que vous allez en ouvrir un là, avec le message que je vous ai fait, puis possiblement que vous le saviez déjà. Faites attention quand vous ouvrez ces régimes-là. Il y a beaucoup, beaucoup de promoteurs qui en vendent. Les banques, les caisses. À l'époque, il y avait une compagnie qui s'appelait Universitas. Ça a changé de nom, là. C'est juste qu'il y en a beaucoup qui en vendent, OK? Puis ça marche tout comme ça, mais il y en a qui ont des règles particulières à l'intérieur. Il y a des genres de régimes que des fois, il y a plus de conditions qui sont mises. Par exemple, tu ne peux pas sortir plus que tant par année. Les cotisations parentales, tu ne peux pas sortir plus que tant par année. La portion imposable, c'est le régime, c'est le promoteur du régime qui te met des contraintes. Ce n'est pas le gouvernement, là.
Puis il y en a d'autres qui n'ont vraiment aucune contrainte. OK? Moi, je ne les connais pas toutes, mais moi, par exemple, dans celui que j'avais choisi, il n'y avait aucune contrainte. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le retour des cotisations, je le sors quand je veux. J'ai juste à le demander. L'argent va m'être remis, ça ne sera pas imposable, ça va apparaître à nulle part dans mon rapport d'impôt. Puis, je peux, même chose, j'ai le choix de faire sortir la portion imposable pour mes enfants au rythme que je veux, sans contrainte. On imagine que Nicolas, c'est un peu inspiré de moi ici, le cas. Donc, vous avez vu un peu la réponse finale, mais c'était ça l'idée. Je n'ai pas tant qu'on s'estime sur. Ben, je vais juste vous présenter la solution finale, là, mais il y a plusieurs bonnes réponses. Il n'y a pas juste ma réponse à moi qui est bonne, OK? Mais comprenez l'idée. Donc, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, il faut juste éviter de sortir ça en panique. Puis, comme je disais tout à l'heure, imaginez que tu paniques le 31 puis le 64, tu sors la première année du cégep de ton enfant. C'est catastrophique comme résultat. Fait que, réfléchis un petit peu, fais ça fais ça un petit peu plus optimal euh, pour sortir ça. Le 140 000, on n'en discute même pas. Je n'ai même pas besoin d'en parler avec vous. Ce serait quoi le mieux? Il n'y en a pas de mieux. Tu fais ce que tu veux, c'est non imposable. Fait que si tu veux t'acheter un bateau avec ça, achète un bateau. Si tu veux le sortir un quart par. Tu le sors quand tu veux. Tu n'as pas besoin de me consulter, puis tu n'as pas besoin d'avoir aucune connaissance de fiscalité pour ça. Il n'y a pas d'impôt. Il apparaîtra nulle part dans le rapport d'impôt. Donc, comme je vous disais, on a à peu près 100 000 à sortir. Moi, ce que j'ai fait ici, j'ai simulé le revenu imposable de mes deux étudiants. Je vous rappelle que ma fille, dans l'exemple, elle est au secondaire 5, donc elle ne peut pas encore faire des retraits. Donc, l'idée, je sais qu'il y a un salaire, puis ça, c'est mon inconnu. Ma ligne rose, c'est combien je peux sortir de mon temps imposable pour chacun de mes deux garçons, ce qui va bien sûr augmenter son revenu imposable sans déclencher d'impôt. C'est ça le but. Il faut absolument que j'arrive ici à zéro pour mes enfants. Ou à 100 pièces, ce ne serait pas grave, 100 pièces, mais proche de zéro. Si j'arrive à des milliers et des milliers de dollars ici, je n'ai pas optimisé. Baisser ce chiffre-là. Donc, moi, l'idée, c'est que je veux que mes enfants prennent tous les crédits d'impôt qu'ils perdraient de toute façon. Donc, les crédits de base, s'ils ne prennent pas, ils perdent. Le crédit pour Canadiens pour emploi, ils ont travaillé, les mégas. S'ils ne prennent pas, ils perdent. Fait que moi, je voudrais comme aller chercher ces crédits-là qui sont perdus. Donc, en mettant 10 138, vous voyez, j'arrive à 17 138, l'impôt, on a à 2 500, et cet impôt-là est abaissé par les deux crédits. Zéro. Même chose pour mon autre garçon, Jonathan. Moi, mon école de pensée, c'est que je me dis, le crédit pour frais de scolarité, je n'obligerai pas mes étudiants à le prendre, mes enfants à le prendre tout de suite parce qu'il n'est pas perdu. Moi, les autres seraient perdus, mais pas lui. Lui, ce crédit-là, mes enfants peuvent le reporter à plus tard ou me le transférer à moi. Fait que moi, j'ai pas augmenté le paiement d'aide aux études pour obliger mes étudiants à prendre ce crédit-là. Parce que je me dis, il n'est pas perdu de toute façon. Une autre école de pensée, aussi bonne, ce serait de dire le contraire de moi. Une autre personne pourrait dire, non, moi, je pense que je voudrais en sortir plus ici. Je pense que c'est 12 000 à peu près, 12 000. Puis là, ça fait en sorte que l'étudiant prend la totalité de son frais de scolarité. C'est correct aussi. C'est deux bonnes réponses. Sortir 10 000 puis garder le frais de scolarité pour plus tard, une bonne réponse. Sortir 12 000, consommer tout le crédit pour étudiant tout de suite, puis pas l'avoir pour plus tard, c'est correct aussi. Donc, moi, ce qui me rassure, c'est l'ordre de grandeur. Donc, on dirait que là, j'ai sorti, on dirait que je sortirais à peu près 22 000. J'en avais combien à sortir en termes d'imposable ici, là? Hein, la somme de mes deux fameux chiffres, là? J'en avais 95 000 à sortir. Donc, on dirait que je vais pouvoir en sortir 22 000 par année à peu près sans déclencher d'impôt. Fait que c'est encourageant. Parce que j'ai encore ma fille, là, qui est même pas. J'ai une fille qui est au secondaire 5, elle va arriver au cégep. Fait que des rapports d'impôt où on peut faire des retraits de ce genre-là, là, il y en a encore quelques-uns à venir. Fait qu'on dirait que ça m'encourage que c'est une bonne planification. Donc, écoutez, je vais vous faire réfléchir à ça parce que ça, c'est vraiment du travail qu'on fait quand on est un conseiller financier ou un fiscaliste ou c'est quoi les titres de. Oui, c'est ça, différents que ceux qui se font conseiller pour faire ce genre de choses-là. Ça n'a pas besoin de balancer au dollar près. Il faut juste avoir un bon ordre de grandeur pour éviter de, comme je dis, il ne faut absolument pas, idéalement, pas générer d'impôts à payer. Oui, je t'écoute.
À quel moment on peut retirer l'argent du régime? Cotiser. On ne peut plus cotiser. Euh, je- une bonne question. J'ai déjà fait les recherches. Il me semble que tu peux cotiser pendant qu'il est au cégep encore, mais il me semble qu'il n'y a pas de subvention, tout comme ça. Tu ne peux pas à la fois avoir des subventions, puis à la fois sortir, faire des. Tu ne peux pas à la fois retirer des subventions, puis en encaisser. Fait que je pense que. Mais bref, je pense que c'est sûr de ma réponse, mais ta question est bonne, là. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas trop compter là-dessus. C'est mieux que les cotisations aient été faites avant, là. On a beaucoup de temps avant pour faire ces cotisations. Donc, malheureusement, je n'ai pas la réponse exacte. D'autres questions? Ben, merci. Écoutez, j'espère que ça va faire réfléchir un petit peu. La dernière question, je n'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps de la faire. Là. On va faire une petite. Ben, regardez, je vous montre vite vite. Mais c'est surtout ce que je vais vous montrer, là, c'est le rapport la dernière question. C'est le rapport d'impôt de Nicolas pour son année 2000X. OK? Donc, son revenu, il est de 147 000. Son salaire, sa cotisation dans son fonds de pension où il travaille. Mais surtout, regardez ici, c'est ça que je voulais faire ressortir. À peu près toutes ses activités de placement sont non imposables. À peu près tout ce qu'il a fait dans l'année en placement n'a aucune conséquence dans son rapport d'impôt. C'est ça qui est le fun que tu profites de que tu participes à des régimes qui sont défiscalisés ou qui sont encouragés par la fiscalité. Donc, ton rendement dans ton REER, ton rendement dans ton CELI, ton retrait CELI, c'est à peu près tout ce que l'on fait dans ces genres de régimes-là n'a pas d'impact dans le rapport d'impôt. Il y a juste un plus 13 000. C'est quoi ça, le plus 13 000? Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais Nicolas, il a fait un petit peu de placement hors REER. Donc, à l'extérieur, pas hors REER, mais à l'extérieur des régimes. Donc, dans tous les régimes qui sont encouragés par la fiscalité, il a trouvé le moyen d'aller faire de l'épargne à l'extérieur de ces régimes-là. Ben, ce n'est pas mauvais. C'est toujours bon de faire de l'épargne, mais les revenus d'intérêt de 13 000, ce n'est pas libre d'impôt, ça, si ce n'est pas protégé par un des régimes. Donc, ça, c'est imposable. Moi, je pense que dans la vraie vie, il n'y a aucune raison de faire du placement à l'extérieur des régimes. Aucune. La journée que tout sera plein, là, OK, là, mais je ne pense pas que tu en sois là. Quand ton REER sera bien plein, ton CELI sera bien plein, ton régime de magnitude sera bien rempli, tu n'as plus de place à nulle part, puis tu es encore capable de faire de l'épargne, c'est-à-dire que tu es très riche, ta seule voie, c'est de faire du placement à l'extérieur. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'avantage. Donc, on avait nos cotisations REER aussi. Donc, il a cotisé, rappelez-vous, son 10 000 en juin, puis son 21 000 que vous lui avez calculé tout à l'heure. Ça abaisse son revenu imposable. Puis le reste, c'est assez standard. Donc, table d'imposition à 29 000, crédit personnel de base, les crédits pour les travailleurs, donc les crédits pour les cotisations maximum au régime public, ainsi que le crédit canadien pour emploi. Voilà.